Hôtel Georges Singh, Paris. Pierre Dumont passe la serpillière dans le hall de marbre quand Kenji Nakamura, PDG de Nakamura Industries, laisse tomber des documents d'une transaction de 5 milliards d'euros. Pendant que l'agent d'entretien ramasse les papiers, il détecte une erreur fatale dans le texte japonais. Sans lever les yeux, il corrige en japonais parfait la faute qui aurait annulé l'acquisition la plus importante de l'année dans l'industrie aéronautique française. Le silence qui suit est glacial. Qui est vraiment cet homme en bleu de travail? Pourquoi un ancien directeur de Mitsubishi France, avec un doctorat de l'université de Tokyo, fait-il semblant de ne pas exister? La réponse transformera 4 vies et prouvera que parfois les plus grands héros se cachent derrière une serpillière. Le mardi 18 avril commença comme tous les autres pour Pierre Dumont. Réveil à 5 heures, petit déjeuner avec Emma qui révisait ses hiragana, habitude qu'il maintenait depuis les années à Osaka, puis la course pour la déposer chez les grands-parents avant le service au Georges V. La routine qu'il avait maintenue sain d'esprit pendant 3 ans, depuis son retour du Japon avec une enfant de 7 ans et le cœur en miettes. L'hôtel Georges V représentait l'anonymat parfait. Personne ne regarde vraiment un agent d'entretien, personne ne se demande quelle histoire se cache derrière un bleu de travail et un chariot de nettoyage. Pierre avait choisi précisément cela, l'invisibilité. Après 15 ans comme directeur général de Mitsubishi France, après des contrats de plusieurs milliards et des dîners avec des ministres, il avait choisi de disparaître en pleine vue. Le hall de l'hôtel brillait sous ses soins méticuleux. Le marbre de Carrare reflétait les lustres en cristal de Baccarat comme un miroir d'eau. Chaque surface témoignait de la précision obsessionnelle qu'il réservait autrefois aux contrats internationaux. Les collègues le trouvaient étrange. Trop cultivé pour ce travail, trop silencieux, trop perfectionniste. Il ne savait pas que cette précision était tout ce qui restait de l'ancien Pierre, celui qui signait des accords de 300 millions sans sourciller. Kenji Nakamura entra dans l'hôtel à 11h53 précises. L'homme incarnait le pouvoir économique japonais concentré dans 1,75 m de détermination. Le costume Hermès à 30 000 €, la mallette Berluti qui valait ce que Pierre gagnait en 2 ans, chaque détail calibré pour impressionner. Il était à Paris pour l'acquisition de Aérospatiale Défense System, une opération qui redéfinirait le marché européen des composants militaires. Le PDG parlait au téléphone en japonais rapide. Le ton trahissait une agitation croissante. Les documents sous son bras, au moins 50 pages de contrat international, glissèrent tandis qu'il gesticulait énergiquement. Ils s'éparpillèrent sur le sol fraîchement ciré comme des feuilles d'automne, certains glissant jusqu'aux pieds de Pierre. L'instinct de l'agent d'entretien fut de les ramasser immédiatement. L'instinct de l'ancien directeur fut de ne pas regarder documents confidentiels, potentiellement illégaux, même de les parcourir. Mais pendant que ses mains ramassaient automatiquement les feuilles, ses yeux entraînés capturèrent involontairement le contenu. Japonais juridique, clauses standards, chiffres astronomiques, et puis l'erreur. Une erreur que son cerveau identifia en nanosecondes. Utilisation incorrecte de keiyaku au lieu de yakujo dans l'article 18.5. Dans le droit commercial japonais, ce seul mot invalidait tout le contrat. 5 milliards d'euros suspendus à une erreur de traduction que personne n'avait remarquée. Pierre resta paralysé un instant. Il pouvait se taire, rendre les documents, retourner à sa serpillière. Mais il entendit la voix de Kenji au téléphone, le mot « Ametsu », ruine, répété 5 fois. Quelque chose dans la façon dont il le dit, la même détresse contenue qu'il avait ressentie quand les médecins lui avaient parlé de Marie, le poussa à agir. Les mots sortirent en japonais parfait, avec l'accent de Kyoto qu'il avait perfectionné en 15 ans. Il ne leva pas les yeux du sol en parlant, maintenant la posture soumise de l'agent d'entretien, mais les mots étaient ceux d'un expert en droit commercial international. Kenji Nakamura interrompit sa conversation à mi-phrase. Le silence qui suivit semblait avoir un poids physique. Même la réceptionniste avait cessé de taper, le portier avait figé son sourire professionnel. Tous percevaient que quelque chose d'impossible venait de se produire. L'homme invisible avait parlé,
et avait sauvé un empire. Kenji Nakamura avait construit son empire sur sa capacité à lire les gens en quelques secondes. Mais l'homme en bleu de travail qui lui tendait les documents avec une révérence japonaise parfaite défiait toute catégorie. Son japonais n'était pas seulement fluide, il avait les nuances du keigo, le langage formel qu'on apprend qu'en fréquentant les hautes sphères de la société nippone. L'étude du visage de Pierre dura peut-être 20 secondes, mais pour lui, ce furent des heures. Il vit le moment exact où la mémoire de Kenji s'alluma, la reconnaissance, le choc, la réévaluation complète de la réalité. Il se souvenait de lui. 10 ans auparavant, négociation pour l'acquisition d'une start-up française de biotechnologie. Il avait gagné, forçant Mitsubishi à payer 5 fois le prix initial. Il avait été brillant, impitoyable, mais juste. Kenji congédia son chauffeur d'un geste minimal et s'assit dans l'un des fauteuils du hall. Ce n'était pas une invitation pour Pierre, mais un ordre silencieux. La conversation n'était pas terminée. D'autres clients passaient, inconscients du drame qui se jouait entre l'un des hommes les plus puissants du Japon et un agent d'entretien français. L'histoire de Pierre émergea par fragments au cours de l'heure suivante. Kenji écoutait sans interrompre. Son visage, un masque de contrôle professionnel qui trahissait occasionnellement des éclairs de compréhension profonde. L'ascension avait été fulgurante. Diplômé de l'école polytechnique avec les félicitations, doctorat à l'université de Tokyo, embauché par Mitsubishi à 26 ans. À 33 ans, il était directeur général pour la France, le plus jeune dans l'histoire de l'entreprise. Il gérait un portefeuille de 4 milliards d'euros, 500 employés, des accords qui faisaient la une des Échos. Marie était entrée dans sa vie lors d'un salon technologique à Tokyo. Architecte freelance, moitié française, moitié japonaise, une beauté qui faisait taire les conversations quand elle entrait dans une pièce. Leur amour avait défié toute convention. Mariage, après 5 mois, déménagement au Japon, Emma, née pour leur premier anniversaire, 7 ans de perfection, Pierre grimpant les échelons de Mitsubishi Asie, Marie qui avait ouvert un cabinet d'architecture renommé, Emma grandissant bilingue et brillante. Ils vivaient dans un penthouse à Minato, vacances aux Seychelles, un avenir qui semblait écrit dans les étoiles. Puis vint la nuit du 8 septembre 2021. Marie revenait d'un client en voiture. Le chauffeur du camion qui l'a percuté avait conduit pendant 40 heures d'affilée, fait qui n'émergea qu'après. Le feu rouge ignoré, l'impact latéral, Marie morte sur le coup avec le bébé qu'elle portait. Un garçon, il l'aurait appelé Théo. Pierre était en vidéoconférence avec New York quand il reçut l'appel. L'effondrement fut total, incapable d'entrer dans les bureaux de Mitsubishi sans avoir des crises d'angoisse, incapable de signer des documents sans voir le visage de Marie, incapable de vivre dans un Japon qui sentait comme elle. La démission, le retour en France avec Emma qui pleurait maman dans 2 langues, les économies évaporées en 10 mois de paralysie dépressive. Le choix du travail à l'hôtel n'était pas fortuit. Il voulait quelque chose qui ne demandait pas de décision, de signature, de responsabilité. Nettoyer était simple. Sale devient propre. Chaos devient ordre. Aucune vie ne dépendait de sa capacité à cirer un sol. L'après-midi se transforma en soirée pendant que Kenji et Pierre travaillaient dans la suite présidentielle. Il avait insisté, pratiquement ordonné, qu'il révise tout le contrat. Pas comme employé ou consultant officiel, il respectait son désir de rester invisible, mais comme faveur personnelle. La vérité était qu'il avait désespérément besoin de son expertise et lui, contre tout instinct, avait accepté. Le contrat était un désastre. Outre l'erreur initiale, Pierre identifia 16 autres points critiques qui auraient pu coûter des centaines de millions à Nakamura Industries. Il travaillait avec la même intensité qu'autrefois, mais maintenant, il y avait une différence. Toutes les 20 minutes, il regardait sa montre, calculant combien de temps restait avant d'aller chercher Emma chez les grands-parents. Kenji observait la transformation. En bleu de travail,
Pierre semblait délibérément rapetissé, les épaules voûtées, le regard bas. Mais devant les documents, il redressait le dos, les yeux s'aiguisaient, les mains bougeaient avec l'assurance d'un chef d'orchestre. C'était comme voir Clark Kent se transformer en Superman. Sauf que ce Superman avait choisi de rester Clark Kent. Pendant qu'il travaillait, Kenji partagea son histoire. Lui aussi avait perdu un enfant, Akira, leucémie à 8 ans. Sa femme l'avait quitté 10 mois après, incapable de gérer la douleur. Il s'était jeté dans le travail avec une férocité autodestructrice, construisant un empire sur la tombe de sa douleur. Il comprenait la fuite de Pierre mieux qu'il ne pouvait l'imaginer. À 23 heures, le contrat était parfait. 400 millions économisés en pénalités potentielles, des clauses ajoutées qui protégeaient Nakamura pour les 30 prochaines années. Kenji fit alors son coup. Pas une offre d'emploi traditionnelle. Il savait qu'il la refuserait, mais une proposition différente. Il ouvrait un siège européen à Paris. Il avait besoin de quelqu'un qui comprenait profondément les deux cultures, qui pouvait prévoir les problèmes avant qu'ils n'émergent. Il ne voulait pas un employé, mais un consultant fantôme. Travail à domicile, identité protégée, horaire complètement flexible. 250 000 € par an pour 30 heures hebdomadaires de consultation. Le refus de Pierre fut immédiat et catégorique. Il ne voulait pas retourner dans ce monde, ne voulait pas risquer de tout perdre à nouveau. Mais Kenji avait étudié son adversaire. Il sortit sa tablette, montra photos et documents qu'il avait fait rassembler en ces quelques heures. Emma Dumont, QI de 152, première de la classe en tout, parlait français, japonais et anglais parfaitement. Talent mathématique extraordinaire selon les professeurs. Elle fréquentait une école publique de Clichy qui ne pouvait cultiver son potentiel. Avec l'offre de Kenji, elle pourrait fréquenter le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Tu aimes cette histoire Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Avoir des tuteurs privés, accéder aux opportunités que son talent méritait. Le coût était bas, et Kenji le savait. Mais il avait appris qu'en guerre et en affaires, on utilise toutes les armes disponibles. Il vit le moment exact où Pierre capitula, quand il regarda la photo d'Emma au spectacle scolaire, vêtue d'un costume fait maison, entourée d'enfants dont les familles pouvaient offrir beaucoup plus. La nuit, après la rencontre avec Kenji, Pierre resta éveillé jusqu'à l'aube. Emma dormait dans le petit lit à côté du sien. L'appartement de 2 pièces à Saint-Ouen ne permettait pas le luxe de chambres séparées. Il la regardait respirer, le visage serein qui se fronçait occasionnellement pour des rêves qu'il espérait heureux. Sur la table de la cuisine, le contrat de consultation que Kenji avait fait préparer. Les conditions étaient encore meilleures que discutées. Non seulement la compensation et la flexibilité, mais un fonds fiduciaire pour l'éducation d'Emma, une assurance santé privée complète, même une clause garantissant l'anonymat absolu dans les documents d'entreprise. Les grands-parents d'Emma, les parents de Marie, ne connaissaient pas sa situation réelle. Il croyait encore qu'il travaillait dans l'import-export, un mensonge qui devenait de plus en plus difficile à maintenir. Comment expliquer que le gendre brillant que leur fille avait épousé nettoyait maintenant des toilettes pour vivre? Comment leur dire qu'il avait échoué à protéger Marie et échouait maintenant à donner à Emma l'avenir qu'elle méritait? La décision arriva à 5 heures du matin, pendant qu'il préparait le bento pour le déjeuner d'Emma. Riz, boulettes de poulet, légumes découpés en forme de fleurs, tout disposé comme Marie lui avait appris. Emma méritait plus que ce qu'il pouvait lui donner avec 1 500 € par mois. Son orgueil blessé valait moins que l'avenir de sa fille. Il signa le contrat avec le même stylo qu'il avait utilisé pour sa démission de Mitsubishi. L'ironie ne lui échappa pas. Il envoya le scan à Kenji qui répondit immédiatement malgré qu'il soit 5h30 du matin. Les PDG japonais dormaient peu, ils le savaient par expérience. La première mission arriva 5 jours plus tard. Une vidéoconférence avec des investisseurs japonais intéressés par une entreprise française de nanotechnologie. Pierre travailla depuis la cuisine, Emma coloriant à ses côtés, ignorant que papa facilitait un investissement de 500 millions.
Son analyse culturelle prévint un malentendu qui aurait tout fait sauter. Les Japonais interprétaient l'expressivité française comme un manque de sérieux, les Français interprétaient la réserve japonaise comme de la méfiance. En 4 mois, Pierre devint l'arme secrète de Kenji. Chaque transaction qui passait entre ses mains se concluait avec succès. Il travaillait la nuit quand Emma dormait, tôt le matin avant qu'elle ne se réveille, volant des heures ici et là pendant qu'elle était à l'école. Il continuait le temps partiel au Georges V. Étrangement, nettoyer l'aidait à penser. Emma commença au lycée international de Saint-Germain après les vacances de la Toussaint. La bourse au mérite qu'elle avait gagnée, en réalité payée par Kenji à travers une fondation écran, couvrait tout. Frais de scolarité, livres, uniformes, même les voyages scolaires. L'enfant s'épanouissait comme une fleur qui recevait enfin du soleil après des années d'ombre. 9 mois après la rencontre dans le hall du Georges V, la vie de Pierre avait trouvé un équilibre inattendu. Le matin au Georges V, l'après-midi avec Emma, le soir à travailler sur les projets de Kenji. Les collègues de l'hôtel remarquaient qu'il semblait plus serein, moins sombre. Ils ne savaient pas qu'il avait maintenant un but au-delà de la simple survie. Le spectacle de fin d'année du lycée international se tint à l'Opéra Garnier. Emma interprétait Marie Curie dans une pièce écrite par les élèves, jouant en 3 langues avec un naturel qui faisait pleurer Pierre de fierté. Dans le public, outre les parents fortunés habituels, il y avait Kenji, venu spécialement de Tokyo. Le destin voulut que dans les coulisses, après le spectacle, Emma traîne Pierre pour rencontrer sa nouvelle meilleure amie, Sakura, fille de l'ambassadeur japonais. La mère de Sakura, Yuki Watanabe, reconnut Pierre instantanément. Ils s'étaient rencontrés des années auparavant à Tokyo quand ils négociaient pour Mitsubishi et elle représentait le METI, le ministère de l'économie japonais. Yuki eut la grâce de ne rien dire devant les enfants, mais son regard communiquait des volumes. Plus tard, pendant qu'Emma et Sakura jouaient avec d'autres camarades, elle s'approcha de Pierre. Il n'y eut pas de questions embarrassantes ou de jugement, juste une profonde révérence et des mots qui le frappèrent au cœur. Elle respectait plus l'homme qui sacrifiait tout pour sa fille que le directeur à succès qu'elle avait connu. Ce fut à ce moment que Kenji fit son coup final. Il s'approcha du petit groupe et annonça la création de la fondation Nakamura-Dumont pour l'excellence éducative. Elle fournirait des bourses complètes aux enfants surdoués qui avaient perdu un parent. Il voulait Pierre comme directeur exécutif, plus dans l'ombre, mais en première ligne. La proposition avait été parfaitement étudiée. Ce n'était pas un retour au monde corporate que Pierre avait rejeté, mais quelque chose de plus significatif. Transformer la douleur en opportunité pour d'autres. Donner aux enfants comme Emma la chance qu'ils méritaient. La compensation était généreuse, mais pas excessive. Les horaires flexibles pour lui permettre d'être présent pour Emma. Pierre regarda sa fille qui riait avec Sakura, parlant en japonais fluide qu'elle avait presque oublié et maintenant retrouvé. Il vit en elle non seulement Emma, mais tous les enfants qui avaient perdu trop tôt, qui avaient du talent étouffé par les circonstances. Il accepta, serrant la main de Kenji devant des témoins qui comprenaient le poids du moment. 1 an après la rencontre fatidique dans le hall du Georges V, Pierre Dumont se trouvait sur la scène du Palais des Congrès de Paris. Plus caché derrière un bleu de travail, mais debout comme directeur exécutif de la fondation Nakamura-Dumont, présentant les premiers 70 bénéficiaires des bourses. La transformation était complète, mais pas de la manière qu'on pourrait attendre. Pierre n'était pas redevenu le directeur ambitieux d'autrefois. Il était devenu quelque chose de différent. Un homme qui avait traversé le feu de la perte et en était sorti purifié. Le costume qu'il portait était sobre, pas ostentatoire. La façon de parler était calme, pas agressive. C'était un leader né de la souffrance, pas de l'ambition. Emma était assise au premier rang, 13 ans de fierté concentrée en regardant son père. Elle avait découvert la vérité des mois auparavant. Elle était trop intelligente pour ne pas remarquer les changements, les vidéoconférences nocturnes, les documents en japonais sur le bureau de la cuisine. Elle l'avait confrontée avec une maturité surprenante,
lui disant que peu importait qu'il nettoie des sols ou signe des contrats de millions. Ce qui importait, c'était qu'il rentrait chaque soir, qu'il préparait son bento chaque matin, qu'il était toujours là quand elle avait besoin. Genji parla après Pierre, racontant sans violer la vie privée l'histoire d'un homme qui avait choisi l'humilité pour protéger sa fille. Comment une erreur dans un contrat avait révélé non seulement une compétence cachée, mais une âme qui avait choisi l'amour sur l'orgueil. Le public, composé d'entrepreneurs français et japonais, écoutait captivé. La fondation collecta 20 millions d'euros ce soir-là. Mais le vrai succès était visible sur les visages des 70 enfants qui recevraient une éducation d'excellence malgré les tragédies familiales. Chacun d'eux était un petit Pierre ou Emma, un talent qui risquait de se perdre dans la douleur. Curieusement, Pierre maintint l'emploi à temps partiel au Georges V. Le directeur, maintenant conscient de son histoire, lui avait offert de partir avec une indemnité généreuse. Pierre refusa. Ces 4 heures le matin à nettoyer étaient sa méditation, sa façon de rester connecté à l'humilité qui avait sauvé son âme. Les collègues le traitaient avec un mélange de respect et d'étonnement, mais il restait le même, précis, silencieux, invisible par choix. L'histoire devint légende dans le milieu des affaires franco-japonais. Des articles dans Nikkei et Les Échos la racontèrent avec des tons différents, certains soulignant la rédemption professionnelle, d'autres la leçon d'humilité. Mais tous manquaient le point que Pierre considérait central. Ce n'était pas une histoire de succès perdu et retrouvé, mais d'un père qui avait appris que l'amour vaut plus que n'importe quelle carrière. 5 ans plus tard, un soir de décembre, Emma présentait son projet de fin d'études au lycée international. Elle avait choisi de parler de résilience, utilisant son père comme exemple. Mais elle ne parla pas du directeur à succès ou du retour sous les projecteurs. Elle parla de l'homme qui se levait à 5 heures chaque matin pour préparer le petit déjeuner parfait, qui avait appris à coudre pour réparer son costume de scène, qui avait choisi d'être invisible pour pouvoir la voir briller. En la regardant présenter, Pierre pensa à Marie. Elle aurait compris chaque choix, aurait approuvé non pas le retour au succès, mais le voyage à travers l'humilité. Dans son portefeuille, il avait toujours la photo de leur mariage à Kyoto, Marie en kimono blanc souriant sous les cerisiers en fleurs. Parfois, il la regardait en nettoyant les sols du Georges V, se rappelant que chaque coup de serpillière était un acte d'amour pour la fille qu'ils avaient créée ensemble. La dernière image le capture un matin ordinaire, 5 ans après. Réveil à 5 heures, bento préparé avec précision chirurgicale, Emma qui révise l'histoire en japonais pendant qu'ils prennent le petit déjeuner. Puis la division en 2. Elle au lycée où elle excelle, lui au Georges V où il nettoie. À midi, il se transforme, devient le directeur de la fondation, sauve des avenirs. Mais à 7 heures, il redevient juste papa, qui vérifie les devoirs et écoute les histoires de la journée. Ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée quand il signait des contrats de 300 millions. C'était infiniment plus précieux, parce qu'il avait appris la leçon la plus importante. Le vrai succès ne se mesure pas en titres ou patrimoine, mais dans les sourires de la personne qu'on aime le plus au monde. Et Emma souriait chaque jour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as compris que cette histoire parle du courage de choisir l'invisibilité par amour, de la dignité dans le travail humble, de comment le destin utilise parfois des chemins tortueux pour nous ramener où nous devons être. Laisse un like si tu crois que la vraie valeur d'une personne n'est pas dans son titre, mais dans son cœur. Partage cette histoire avec quelqu'un qui traverse un moment difficile pour rappeler que parfois tout perdre est la seule façon de trouver ce qui compte vraiment. Dans les commentaires, raconte-moi. As-tu déjà dû cacher qui tu es pour protéger quelqu'un que tu aimes? Abonne-toi pour d'autres histoires qui démontrent que l'humilité choisie vaut plus que l'orgueil imposé. Et souviens-toi, quand tu vois quelqu'un faire un travail humble, tu ne sais pas quelle histoire incroyable se cache derrière cet uniforme.